Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on se retrouve pour le deuxième exercice qu'on va faire dans Fusion pour apprendre à s'en servir en partant de zéro expérience. Et je vais vous montrer l'outil le plus puissant que j'ai trouvé dans Fusion jusqu'à maintenant. Donc on va prendre un nouveau document. Vous pouvez garder le précédent, c'est au choix, ça n'a aucune importance. On va faire une esquisse, donc c'est cette icône en haut là. Moi je prends en haut parce que vue de haut parce que j'aime bien, peu importe quel plan vous choisissez, là encore, c'est chacun comme il veut. On va faire un carré, mais cette fois on va cliquer une fois et on va l'étendre, mais on ne va pas cliquer la deuxième fois. Et on va utiliser le bouton tabulation pour passer d'une mesure à l'autre de celles qui sont affichées. On va faire un carré de 60 par 60. Donc comme ça on est sûr que c'est un carré. Et on appuie sur entrée pour valider, sur le clavier, la touche entrée. Donc maintenant on a notre carré et notre carré a des dimensions. Et si vous double-cliquez sur la dimension, vous pouvez la changer. Si je mets 80 pour la hauteur, ça va l'agrandir. Vous pouvez aussi double-cliquer sur la dimension 80 et sélectionner, alors que 80 est surligné dans le petit champ texte, cliquez sur la dimension de la largeur et vous allez voir que ça vous met D1 à la place. Et si vous faites entrer, ça en fait un carré. Si je change maintenant la taille de la largeur et que je mets 30, par exemple, ça va aussi réduire la hauteur. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, cette forme va rester un carré quand je la modifierai. On va double-cliquer sur 30 et rentrer 60. Si ça veut bien. Pourquoi ça veut pas? 60. Donc on a maintenant notre carré de 60 par 60. On va maintenant dessiner un cercle. Alors pour ça, Fusion a plein de fonctions très pratiques. Notamment, si vous survolez une ligne, comme le haut du carré, vous allez voir à un moment que la croix a un triangle au-dessus. Et si vous faites ça, c'est vers le milieu. Et ça se passe aussi sur les verticales, évidemment. Et maintenant, si je glisse ma souris vers le centre du carré, vous allez voir qu'il y a des pointillés qui se sont mis pour me dire que je suis aligné à la verticale du centre de la ligne horizontale en haut et à l'horizontale du centre de la ligne verticale. Bref, j'ai un carré qui va se retrouver, un point qui est au milieu du carré. Donc je vais cliquer une fois maintenant et je vais faire un cercle. Alors, on va faire un cercle de 35 par exemple. Hop. Donc maintenant j'ai une deuxième forme dans mon esquisse et sa position, comme vous pouvez le voir, n'est pas... Alors, que je vous explique. Le contour du carré est noir parce que ses dimensions sont fixes et sa position est fixe puisqu'il a un point de départ au centre de l'esquisse. Le cercle, le tour du cercle est bleu parce que oui, son diamètre est fixé, mais ni son point de centre, ni son écartement ou ni rien du tout ne sont définis définitivement. Alors l'une des options, c'est de faire un clic droit sur le centre et de le bloquer. Si je fais ça, le tour devient noir, le cercle est figé en quelque sorte. Mais il est figé à ce point, il n'est pas figé à un endroit dans le carré. Si je modifie ma dimension de carré pour en faire un carré de 80 par exemple, ça ne bouge pas le cercle. Donc on va faire CTRL-Z, on revient au cercle précédent, on va recliquer le centre du cercle et on va recliquer sur bloquer, libérer dans le menu. Notre cercle redevient bleu. Néanmoins, en haut, dans la barre d'outils, vous allez trouver tout un tas d'outils, évidemment. Et il y en a un qui est une flèche entre deux verticales. Et ça s'appelle code d'esquisse. Et on va utiliser ça. Et on va prendre, par exemple, une code d'esquisse en surlignant la barre verticale à gauche du carré et en survolant le centre du cercle et en cliquant, évidemment. Et si on va maintenant vers le haut, on peut voir qu'on a maintenant une dimension. Donc j'ai cette dimension qui est de 30 mm actuellement, puisque c'est là qu'on l'a mis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer tout ça, avec la touche effacer sur le clavier. On va sélectionner le 60 qui représente la largeur du cercle, et on va le diviser par 2. Alors j'ai fait une bêtise. On peut aussi taper des 1, en l'occurrence, divisé par 2. Et du coup, on en a fait une fonction. On valide, et on est bon.
Et on va faire la même chose avec la verticale, avec pas la verticale du tout, pardon, à la verticale de la largeur du cercle, du carré. Ça fait beaucoup de mots. On sélectionne une largeur, on sélectionne le centre du cercle, et on étend la dimension en dehors de là où on est, mais on peut la mettre où on veut. Mais moi, je l'étends en dehors pour pas que ça n'encombre le centre de l'esquisse. On valide, et là, on va sélectionner, soit on sélectionne le 60 et on le divise par 2, soit on sélectionne la fonction précédente qu'on vient de faire, en haut, qui est donc D4 maintenant, ça peut varier selon le nombre de dimensions que vous avez mis, qui est D1 divisé par 2. Donc on peut sélectionner ça, si on est sûr qu'on veut le garder au centre dans tous les cas. On a maintenant un cercle au centre du carré, et si je double-clique sur la dimension 60 et que je mets 90, mettons, mon cercle reste au centre. On aurait pu faire encore plus vicieux. On peut double-cliquer sur la dimension qui nous donne le diamètre du cercle, donc 35, et dire qu'on veut un cercle dont le diamètre soit la moitié de la largeur du carré, par exemple. Donc comme ça, notre cercle fait maintenant 45. Et si je modifie 90 pour le mettre à 50, mon cercle fait maintenant 25 et il est toujours centré. Et le tour du cercle est toujours noir et le tour du carré est toujours noir parce que leurs dimensions sont figées et régies par des règles. Ils sont pas flottants, ils sont pas à l'oreille, ils sont pas au feeling. Ils sont régis par des règles. Et quoi que je fasse, ces règles ne vont pas changer. Ou plutôt, elles s'adaptent les unes aux autres. J'aurais pu aussi dimensionner l'écartement du centre du cercle par rapport à juste un côté et lui mettre une mesure fixe. Et quand j'aurais agrandi le cercle, ça aurait maintenu quand j'aurais agrandi le carré, pardon, ça aurait maintenu le cercle là où il était et rajouté de l'espace vide au carré à côté. Maintenant qu'on en est là, on peut, par exemple, dessiner un autre cercle plus petit en haut qu'on va faire de 6 mm de diamètre, par exemple. Et on va le dimensionner pour qu'il se situe, mettons à 5 du bord en haut et à 5 du bord à gauche. Voilà. Donc notre cercle là-haut ne bouge pas. Et à l'inverse du grand cercle central, si je remets 90 en largeur du carré, ça bouge le cercle et ça déplace en effet le petit cercle, mais ça ne le modifie pas. Celui-là garde sa position relative aux deux bords auxquels il est lié. On va revenir à un carré de 50. Vous n'êtes pas obligé, hein, je ne change les dimensions que pour vous montrer des choses. Donc maintenant, on a un petit cercle. Typiquement, si c'était une pièce réelle mécanique, ce serait une platine avec un trou au centre pour quelque chose, un axe, et des vis qui se mettent logiquement aux quatre coins. Donc on va les mettre aux quatre coins. Au lieu de dessiner 4 fois le cercle de 6, on va faire, en cliquant sur le menu déroulant de créer, on va prendre ce qui s'appelle un réseau rectangulaire ou un réseau circulaire. C'est au choix pour ce qu'on veut faire les deux marches. On va faire un circulaire. Il faut sélectionner un objet. Donc notre objet, c'est le petit trou de 6 mm de diamètre qu'on sélectionne. Je l'ai sélectionné 2 fois, c'est une fausse manœuvre. On le sélectionne une fois. Hop, on a un objet sélectionné. Et il faut sélectionner un point de centre. Donc on va sélectionner notre centre ici, celui du grand cercle. On va dire qu'on en veut 4. En quantité, on met 4. Et on peut voir qu'on a nos points. Alors voilà, c'est là que j'ai fait une erreur. Dans les objets sélectionnés au début, je n'ai pris que le centre du cercle, je n'ai pas pris le cercle. Il fallait sélectionner le cercle. Donc maintenant, j'ai mes 4 cercles qui sont mis. Et si je valide, j'ai mes 4 cercles. Et leur position, vous allez voir, ils sont entourés de noir, bien qu'il n'ait pas de dimension qui les relie. Pourquoi? Parce qu'ils sont le résultat d'une fonction, là encore, qui dit qu'en partant de ce trou-là,
centrés sur le centre du carré et donc du cercle qu'on y a dessiné. Il doit y en avoir 4 dans un champ de 360 degrés. Donc, maintenant, si j'agrandis à nouveau mon carré, je le mets à 90 à nouveau, mes petits trous sont toujours au bon endroit parce qu'ils réexécutent la fonction pour maintenir leur positionnement. Si je voulais que 2 de ces trous soient placés différemment, mon système ne marcherait pas. Il faudrait que je les dimensionne à leur placement. Mais c'est un moyen de gagner du temps. Et maintenant que j'ai ça, on va terminer l'esquisse rapidement. On va se donner un peu de perspective parce que c'est plus sympa. Et on va faire une extrusion. Et si je fais une extrusion et que je sélectionne la partie du carré là où il n'y a pas de cercle, en l'occurrence, pas dans un cercle, et que je l'extrude, de 15 mm suffisent, ça fait un nouveau corps, on peut le voir ici, mais comme c'est un nouveau document, c'est normal. Et voilà, on a une platine avec nos 4 trous placés comme on les voulait. Si vous aviez besoin de ça comme d'un guide de perçage ou de marquage pour quelque chose, vous n'auriez pas besoin de 15 mm, mais vous pourriez très facilement l'imprimer en 3D à partir de là, d'une couche d'1 ou 2 mm, le placer sur la pièce que vous voulez marquer, et vous avez votre marquage parfait, dimensionné parfaitement. On a dessiné notre pièce. Donc ça, c'est sympa. On va faire ça différemment, maintenant. On va retourner dans le dossier esquisse dans l'arborescence à gauche et on va double-cliquer sur l'esquisse 1 et ça va nous réafficher l'esquisse qu'on avait. Et là, vous allez voir la magie de fusion. On va faire un changement facile. On va dire que ce cercle, donc la dimension du cercle central, au lieu de diviser par 2, on va diviser par 1.5 par exemple. Donc il va se retrouver beaucoup plus grand. Et maintenant, on va terminer l'esquisse. Et quand on revient, donc on a toujours notre modèle extrudé qui est présent. Rien n'a changé, sauf que sans aucun effort supplémentaire, notre cercle au centre fait maintenant, et si vous cliquez sur un des angles du cercle, vous allez voir, il fait son diamètre 60, ce qui correspond aux 2/3 de la largeur. Donc c'est ça les mathématiques qu'on a fait. Mais voilà l'intérêt de dimensionner les esquisses avec des dimensions et des codes précises et relatives les unes aux autres, c'est que vous pouvez redimensionner votre pièce. Si vous faisiez de la fabrication de pièces dans différentes tailles, vous auriez un modèle et en redimensionnant ce modèle, vous pourriez sortir la pièce de la taille qu'il faut, si tout doit rester lié évidemment. Mais vous n'êtes pas non plus obligé d'en faire des fonctions les unes par rapport aux autres. Le simple fait de donner des dimensions, vous pouvez les changer plus tard et ainsi modifier votre modèle pour vous adapter à une taille d'axe différente, une taille de vis différente, un arrondi plus grand, ce genre de choses. On aura le temps de le voir dans les futures vidéos. Pour celle-ci, je vais m'arrêter là, parce que c'est un outil extrêmement puissant avec lequel vous pouvez beaucoup jouer par vous-même, vous n'avez pas besoin de moi. Prenez quelque chose, essayez de dimensionner, faites des formes dans des formes, et faites des relations. Et ça s'appelle contraindre son dessin, en fait, avec des dimensions. Il y a aussi des contraintes, on verra ça dans la prochaine vidéo. Mais c'est ce qui vous permet d'avoir un dessin qui est utilisable réellement dans un modèle 3D plus compliqué. Là, c'est la base, mais vous pourrez faire des choses beaucoup, beaucoup plus complexes avec ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.